Salut à tous, vous êtes à Crypto Economy Politics, la chaîne qui s'est donnée pour objectif d'éduquer et d'informer les populations africaines sur les enjeux politiques et économiques des registres distribués comme la blockchain et de leurs applications comme les crypto-monnaies. Tout de suite, l'intro. Alors, donc, je vais vous laisser vous présenter votre nom, prénom, votre background. Et voilà, je vous laisse la parole pour cela. D'accord. Merci infiniment, M. Pazongo. Sachez que je suis très content, très honoré pour le choix que vous avez porté à ma personne de participer à cette conférence. Et donc, pour ma personne, je me nomme Emmanuel Yameko. Je suis un expert en droit et politique de l'environnement. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Ouagadougou et un master en droit et politique de l'environnement à l'Université Senghor à Alexandrie. Alors, je suis également un consultant indépendant en développement rural, représentant exclusif de Unicon Network et un consultant aussi en crypto-monnaie, particulièrement la monnaie Rainbow Currency, le YEM, Your Everyday Money, c'est le nom commercial de la monnaie. Le YEM, c'est le nom commercial de la monnaie. Okay. Donc, je suis véritablement ce que je viens de dire en quelques mots, c'est ma pièce d'identité en quelque sorte, ce qui fait de moi ce que vous connaissez. Ok, super. Donc, vous êtes dans le droit, donc sûrement, il y a des questions que vous pourrez facilement répondre. Mais déjà, comment vous êtes retrouvé dans la crypto-monnaie? Comment ça s'est passé? Alors, je peux vous dire que c'est une longue histoire, c'est une très longue histoire d'ailleurs, parce que notre entreprise Unicon Network n'a pas commencé avec la crypto-monnaie. Alors, mais pour répondre à cette question, il faut dire que ça remonte en 2011, quand j'étais encore étudiant en deuxième année précisément de droit, que j'ai eu l'opportunité de connaître l'entreprise Unicon. Au début, ce n'était pas Unicon, c'était Perfect Internet. D'accord? Donc, à ce moment même, je peux dire que j'étais étudiant, mais j'étais aussi chef d'entreprise, un directeur général de plusieurs entreprises à la fois, avec un Italien du nom de Marco Montroni. Il est arrivé au Burkina aux environs de 2010 et en 2011, nous avons fait connaissance et j'étais son directeur général. Je pilotais 5 entreprises SA, quand bien même que en deuxième année de droit. C'est historique un peu, je vais vous donner parce que je tombe dans la crypto-monnaie. Donc, à cette époque, je travaillais avec l'Italien en tant que directeur général de ces entreprises-là. J'avais tout un monde autour de moi que je gérais. Alors, les employés, et fut des moments où l'Italien me demandait de licencier certaines personnes. Alors, j'ai fait deux personnes ont été licenciées. La troisième personne, je devrais également licencier, mais j'ai trouvé que c'était véritablement pas normal parce que souvent les raisons évoquées ne tenaient pas. Et moi, particulièrement, je ne partageais pas ces décisions-là. Et il a décidé de démissionner. Je lui ai fait savoir que je suis encore très jeune. Deuxième année de droit, puis piloter cette entreprise, droit SARL, plus un groupement d'intérêt économique et une autre entreprise. Et c'est que j'ai la compétence. Par conséquent, continuer avec lui est un piège pour ma personne, pour mon avenir, puisque je veux non seulement créer des ennemis au Burkina Faso, parce que ce sont mes frères que je suis en train de licencier, et ce qui n'est pas normal, ça ne me fait pas plaisir. Donc, j'ai pris ma démission. J'ai démissionné, j'ai laissé tous les privilèges par rapport à ce que je faisais, et je suis rentré chez moi à la maison. C'est la même nuit que j'ai rencontré un ami de l'université
bon, ça faisait déjà presque 2 ou 3 ans qu'on s'était perdu de vue. Il est venu chez moi la nuit, le jour de ma démission, me disant qu'il a rencontré des gens qui ont besoin de quelqu'un qui travaille. Et moi, je ne lui avais pas dit que je venais de démissionner. Il m'a fait la proposition, il dit, bon, on va aller, je vais aller voir ce que c'est. Alors, le lendemain, nous sommes allés chercher, nous sommes allés voir ce monsieur. Et le monsieur m'a proposé d'ouvrir leur entreprise. Et nous devrons donc être des commerciaux, que je sois un commercial pour eux. Et mais dans ce contexte, qu'est-ce que je dois faire particulièrement? Moi, je devrais livrer de la boisson, le jus ananas bravo dans les matières comme ça. Okay. Bon, c'était véritablement bizarre. J'ai demandé à quel prix. Ils me disent que c'est 40 000 francs que vont payer par mois, alors que j'avais un salaire de 450 000 plus une voiture. Bon, faire tout ça le lendemain, venir prendre 40 000 francs. J'ai dit, si je le fais, je vais le faire. J'ai dit qu'il vient d'avoir un lien. Il y a un lien. Lui, quand il a vu la chose, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Il dit, c'est quoi ça? Mais lui, il souhaiterait m'inscrire d'abord. Il était avec ses frères, c'est un béninois, il faut le dire la vérité, c'est un béninois, du nom de Prosper Sissou. Mais il pense qu'il veut que moi, je sois la première personne qui va inscrire. Il dit, il n'y a pas de souci, laisse-moi passer le contenu. Et quand j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu que c'est écrit l'Internet est un bien très important. Malheureusement, beaucoup sont victimes. Participer à la construction d'un monde parfait, de l'Internet parfait, en anglais Perfect Internet. Bon, quand j'ai lu ça, ça m'a touché. J'ai dit, mais ça, c'est intéressant, ça. Mais à cette Donc, on y va. Vous avez dit que vous avez dit que vous venez de vous faire escroquer 150 000 francs. Oui. Justement. Okay. Sur Internet. Oui. Donc, quand j'ai vu le projet, j'ai dit, bon, on peut rendre l'Internet parfait. J'ai dit, mais ça m'intéresse, moi, puisque je suis déjà victime de quelque chose. Si on peut rendre ça parfait, je vais aller et puis comprendre comment faire. Alors, donc, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Il dit non. C'est gratuit, mais il faut inviter beaucoup de gens à adhérer au projet. Et j'ai commencé à inviter mes amis, mes frères, ainsi de suite. Donc, à cette époque, j'ai pu inscrire 600 personnes gratuitement. OK. Alors, donc, au total, au plan mondial, on était autour de 1 700 000 membres inscrits pour le projet. Okay. Mais il fallait à cette époque-là rester au moins 20 heures actifs par mois sur la plateforme. Okay. Et je me consacrais à le faire, mais comme je ne travaillais plus, c'était compliqué. Je devais confier mes cours à des personnes qui sont dans des services où il y a de l'Internet pour pouvoir rester connecté pour avoir les 20 heures par mois. Okay. J'ai fait juste en 2012. C'était en novembre que j'ai commencé. J'ai 2012, ils ont fait un certain nettoyage. Sur les 1 700 000 membres à travers le monde, on a vu qu'il y avait 4 000 qui étaient actifs. Parmi les 4 000, je faisais partie des 4 000. Et ils disent, bon, maintenant, on va passer à une étape importante. Toutes ces personnes actives seront considérées comme membres cofondateurs de l'entreprise Unicorn Network. C'est là que j'ai eu le privilège d'être membre cofondateur. Alors, maintenant, on va dans le vif du sujet. On nous fait on commence donc à faire des conférences comme nous sommes en train de le faire comme ça. Donc, où tous les membres cofondateurs, les 4 000 membres se retrouvent et puis maintenant, on expose les raisons fondées de ce projet que nous sommes en train de mettre en place. Alors, c'est ça maintenant. Monsieur Dan Setgas, le PDG de cette entreprise, a dit voilà ce qui se passe. Que Facebook, les géants de l'Internet aujourd'hui, se font des milliards, de bénéfices sur le dos des innocents. Et il faut que cela cesse. Mais nous allons d'abord collaborer avec eux afin que nous puissions mener ce projet de taille parce que
il y va pour l'intérêt de l'humanité, de toutes les personnes physiques et morales qui existent. Maintenant, il faut donc collaborer avec ces géants de l'Internet. Mais quand eux sont aux États-Unis et dans les pays développés, ils peuvent facilement toucher les géants de l'Internet tels que Facebook, Yahoo, Google et bien d'autres. Donc, ils ont fait la démarche pour rencontrer ces géants-là. Et les géants ont vu qu'on ne peut pas faire chemin ensemble. Parce que lorsque nous allons corriger l'Internet, c'est une perte pour eux. Ça serait une grosse perte. Alors, donc, on dit d'accord, nous allons donc faire chemin ensemble, seul. Et maintenant, le président fondateur d'ARN va nous exposer de la raison pour laquelle ces gens ont refusé de faire chemin. Il veut savoir que quand vous rentrez dans votre boîte email, vous prenez votre Yahoo, Google ou je ne sais quoi, vous allez voir que des individus ou des entreprises arrivent à vous écrire sans toutefois que vous-même vous les connaissiez. Que voilà déjà une faille par laquelle ces entreprises, les géants de l'Internet, utilisent pour nous escroquer. C'est-à-dire simplement que lorsque nous enregistrons sur leur site, ils prennent nos données et puis s'en vont vendre donc à ces entreprises-là pour leurs raisons publicitaires. Donc ces entreprises, ces personnes achètent nos emails, nos coordonnées et ils nous bombardent en publicité. Du coup, en vendant nos données, ils deviennent riches, sans toutefois nous informer que ce sont nos données qui les rendent riches. Donc, du coup, il faut que cela cesse. Donc, nous allons bâtir un espace sur Internet où les données des individus et des entreprises sont protégées, ne seront pas vendues. Et aussi, on va permettre à l'utilisateur de nos plateformes de gagner un revenu à cause de leur présence sur nos plateformes. En disant tout simplement que lorsque Facebook et Google sont dépourvus de personnes, ça devient comme un toit d'araignée parce que ça n'a pas de sens. Imaginez les 1 milliard ou 2 milliards de personnes sur Facebook ne sont plus actives. Facebook devient quoi? Rien du tout. Donc, ici, chaque utilisateur reçoit un revenu, même si c'est 0,001 $, c'est quelque chose qui rentre dans son compte. Et ça vaut mieux que l'exploiter inconsciemment. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis. Et on avait donc aussi cherché à comprendre pourquoi les gens sont sur Internet. Quelles sont les raisons fondées d'une personne sur Internet? Et en cherchant à comprendre, nous avons compris qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est dans le domaine dans l'envie de chercher des opportunités d'affaires. Ça, c'est une première raison. Quelqu'un sur Internet, il cherche des opportunités d'affaires. Deuxièmement, c'est à la recherche des amis. Nous sommes des amis qui ont fait de longues dates à travers les réseaux sociaux, on peut se retrouver. Troisièmement, c'est parce que tout simplement, il y a des chercheurs, des étudiants ou encore des professeurs qui font des recherches. Ils vont forcément, en faisant ces choses-là, on se retrouve sur Internet. Et c'est dans cette situation que les gens sont donc victimes. Ils sont interceptés par des malfrats sur Internet et ça leur crée des problèmes sérieux. Donc, du coup, il faut donc chercher donc, à combler ce besoin-là dans l'espace que nous allons créer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va mettre un espace sécurisé, un espace parfait sur Internet sans apporter des solutions aux besoins des gens. Donc, il faut d'abord les identifier et corriger ou apporter ces solutions-là. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, déjà en 2013, on a ceux qui veulent faire des affaires, on va leur donner des opportunités de faire des affaires. Maintenant, la première affaire que nous allons leur proposer, c'est quoi? C'est comme la publicité, par exemple. Mais la publicité, on sait que beaucoup de gens n'ont pas de formation. La publicité. Oui, okay. La publicité des grandes entreprises. Mais ça sent très bien que beaucoup de gens ne sont pas des marketeurs. Donc, ils n'ont pas d'une culture de marketing. Donc, il faut des experts pour pouvoir faire ce travail-là et gagner quelque chose. Donc, nous avons construit, comme on appelle, une base de données des experts dans les pays développés aux États-Unis, en Europe, partout, en Chine, partout. Et ces experts-là disent que avec un budget d'une unité de marketing, on appelle ça une unité de marketing, d'une valeur de $30, on peut, au bout de 6 mois, avoir un revenu de $100, selon les experts, ce que les experts disent.
que si quelqu'un dépose une unité de marketing de $100 aujourd'hui, il veut prendre cette unité de marketing-là et faire la campagne publicitaire et au bout de 6 mois, donner $180 à la personne. Okay. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc, on a mis ce projet-là en place et ça a bien fonctionné. Beaucoup de gens se sont fait de l'argent. Et lorsque, en 2017, on a vu que le Bitcoin a pris de la valeur et est parti de $0,1, je crois, en 2009 jusqu'à $20,000 en 2017. On a dit, mais voilà une opportunité. Nous avons déjà une communauté, nous avons déjà des produits, mais il nous faut une devise qui puisse être utilisée par cette communauté qui s'étend au plan mondial. C'est là maintenant nous avons créé la crypto-monnaie Rainbow Currency. Okay. Donc, je suis en train de répondre à votre question. Comment vous êtes arrivé dans la crypto-monnaie? Donc, on a créé Rainbow Currency qui veut dire simplement la monnaie arc-en-ciel en français. Okay. Alors, pourquoi monnaie arc-en-ciel? Parce que ça a été fondé par plus de 3700 membres issus de 157 pays au monde. Okay. Donc, voilà ici comment nous avons mis au point cette crypto-monnaie dont je suis également membre cofondateur de la monnaie depuis 2017. OK. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu pour répondre à votre réponse, comment je suis arrivé à la crypto-monnaie. Il n'y a pas de problème. Donc, on va accélérer un peu maintenant pour poser une question assez rapide. Est-ce que votre organisation est officielle au Burkina Faso? Parce que je suppose que vous êtes représentant exclusif au Burkina Faso ou c'est exactement où et quelle est votre situation légale? Alors, merci beaucoup pour cette question. Ce matin, lorsque j'ai été nommé représentant exclusif de Unicon Network pour le Burkina Faso, j'étais confiné à Lomé, au Togo. Okay. Et donc, c'était le 11 avril 2020 qu'il y a eu la nomination en tant que représentant exclusif de Unicon Network. Okay. Mais les frontières étant fermées, je ne pouvais pas rentrer au pays. OK. Donc, pour des situations, pour quelle raison? Pardon. Avec ma femme pour okay. Une consultation. OK. Pour des raisons personnelles, en fait. Pour des raisons personnelles. OK. Donc, voilà. Et le confinement m'a fait 3 mois. C'est précisément le 15 juin que je suis rentré au pays. Et dès que je suis rentré au pays, en tant que responsable, j'ai commencé donc à les démarches pour l'implantation de l'entreprise au Burkina Faso. Donc aujourd'hui même, sachez que nous avons déjà envoyé, depuis le début de ma nomination, nous avons envoyé des courriers à plusieurs ministères. Je vais citer quelques ministères. Okay. Le ministère des Affaires étrangères a été notifié de ma nomination. Le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la sécurité, le ministère de l'énergie, le ministère, comment on appelle, même le premier ministère, c'est-à-dire le cabinet du premier ministre du Faso, même le président de la République a eu une note pour dire simplement que nous avons, au Burkina Faso, vient d'avoir une personne qui représente une entreprise multinationale. OK. Donc voilà comment, maintenant sur le plan juridique, nous avons déclenché le processus d'établissement de l'entreprise. Okay. Et c'est avec le cabinet Maître Farama que nous avons pris. Ce matin même, j'étais avec lui dans son cabinet pour pouvoir, dans quelle mesure, les prochains jours, la semaine prochaine, voir l'existence de l'entreprise, la création de l'entreprise. Okay. Une entreprise créée, installée conformément à la loi burkinabé. OK. Donc, mais avant ça, il faut dire que... Oui, allez-y. Avant ça, il faut dire que chacun des membres travaille de façon indépendante. Comment on appelle? Indépendante. Donc, il n'y avait pas une structure formelle qui réunissait les gens. OK. mais à part ça, la crypto-monnaie, est-ce que c'est légal
au Burkina Faso d'être dans ce domaine? Alors, avec l'échange que nous avons eu disons dans les pays dans lesquels vous avez été, c'est-à-dire vous avez parlé de Lomé, au Togo, et puis vous avez parlé de Burkina, peut-être il y a d'autres pays. Est-ce que la crypto-monnaie est légale? Ok. Actuellement, quand vous prenez les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a aucun test qui parle de façon spécifique de la crypto-monnaie. Mais il y a quelques exceptions. Quand vous prenez par exemple le Togo, quand vous prenez leur plan de développement actuel, vous allez voir l'intention du gouvernement à mettre une crypto-monnaie en place. Ok. C'est quelque chose qui m'a vraiment édifié ce document. Et il y a aussi, je crois bien, le Bénin, qui est aussi dans le même dynamisme, c'est-à-dire se tailler une crypto-monnaie. Okay. Mais le Burkina particulièrement, rien ne parle de ça. Okay. Voilà. Donc, c'est ce que nous constatons dans l'Afrique francophone, précisément l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques exceptions, mais pour le cas du Burkina Faso, il n'y a aucun test qui parle de la crypto-monnaie. Ok. Donc, on va continuer au niveau de la crypto-monnaie, parler un peu de ça au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, c'est-à-dire ce que les gens pensent de la crypto au Burkina Faso et aussi un peu en Afrique, et vous comparez ça un peu au monde, la perception que les gens ont de la crypto. Ok. Franchement, il faut dire que la crypto-monnaie aujourd'hui, même si les États n'ont pas encore mis leur énergie sur la question, ne sont pas encore penchés sur la question, il faut comprendre simplement que la population, au contraire, est déjà active. La population est de l'Afrique. La population est active. Hein. La population africaine, surtout la jeunesse africaine aujourd'hui, sont beaucoup impliqués dans l'utilisation de la crypto-monnaie. Et selon nos observations, selon ce que nous voyons sur la base de notre crypto-monnaie cryptocurrency, il faut dire que c'est l'Inde et l'Afrique qui, aujourd'hui, dans les années à venir, feront véritablement de grandes choses parce que c'est les grands détenteurs de crypto-monnaies qui naissent. Les grands détenteurs, l'Inde et l'Afrique. Donc, pour revenir à votre question, au Burkina Faso, nous avons beaucoup d'utilisateurs. Beaucoup de jeunes utilisent la crypto-monnaie. Et nous avons plusieurs types de crypto-monnaies qui sont déjà utilisées au Burkina Faso. Si vous saisissez un jeune pour lui dire tu peux me dire combien de crypto-monnaies tu as, ils vont te dire bon, moi j'ai au moins 3 ou 2. Alors, on va les citer. D'autres vont vous parler de TPC, d'autres vous parler de Rainbow Currency, d'autres vous parler de Bitcoin. Il y a tout. Donc, beaucoup de jeunes africains et burkinabés particulièrement sont dans la crypto-monnaie. C'est ce que je vois, c'est ce que nous constatons. Et pour moi, c'est une très bonne chose parce que cela va donc pousser les autorités à avoir un regard spécial dans les années à venir sur la question. Étant donné que nous-mêmes, nous sommes en train de mettre une entreprise en place et c'est un signal fort, puisque ce que nous proposons comme produit est intimement lié à la crypto-monnaie. Intimement lié. Tous les secteurs dont nous parlons, que nous proposons, sont fondamentalement liés à notre crypto-monnaie. Donc, on ne peut pas toucher un secteur sans parler de cette crypto-monnaie-là. Du coup, si l'État, par exemple, je donnais l'exemple que nous avons contacté l'État, le ministère consorts, le ministère de l'Énergie, par exemple, pour leur proposer, comme on appelle ça, l'énergie, notre technologie Solario. Alors, supposons que le gouvernement est par exemple pour l'implantation de cette technologie au Burkina Faso. Mais ils sont obligés de composer avec la monnaie digitale, comme on appelle IEM, la crypto-monnaie. Pour aller plus loin, pour parler d'une manière générale en Afrique, je l'ai évoqué, mais il faut que je revienne là-dessus. On prenait un pays comme l'Ouganda. La crypto-monnaie est la deuxième monnaie nationale dans ce pays. Notre crypto-monnaie, la monnaie IEM, est la deuxième devise utilisée
à l'Ouganda. La Zambie, actuellement, nous avons déjà conquis les autorités zambiennes et qui sont prêts à lier cette crypto-monnaie à la monnaie nationale. C'est-à-dire, il y aura une liaison entre la monnaie zambienne et la crypto-monnaie Rainbow Currency. Okay. Donc, du coup, pour parler d'une manière générale de ce qui se passe en Afrique, voilà des cas qui montrent l'émergence, comme on appelle, de cette technologie-là dans le quotidien des citoyens africains. Ok. Mais au Burkina particulièrement, les gens utilisent l'IM currency pour faire quoi exactement? Qu'est-ce qui attire les gens? C'est pour faire quoi exactement? Est-ce que les gens achètent? Est-ce que c'est vraiment utilisé de façon everyday, comme on dit, like your everyday money? Est-ce que c'est vraiment everyday? Voilà, ça c'est une très belle question. Regardez, au Burkina Faso, nous avons 100 000 membres pour la seule crypto-monnaie Rainbow Currency. Nous tendons vers 100 000 membres. Yeah. 100 000? 100 000. Okay. Yeah. Okay. 100 000. Okay. Alors, qu'est-ce que nous faisons déjà avec la monnaie YEM? Avec la monnaie YEM, vous pouvez avoir des droits de propriété fractionnaires pour l'immobilier. Vous pouvez également payer de l'énergie solaire avec la monnaie YEM. Vous pouvez payer des biens de luxe avec la monnaie YEM. Vous pouvez également payer même une voiture. La voiture dans laquelle je suis actuellement, j'ai là en partie YEM et en partie CFA. C'est une Mercedes, comment on appelle ça? Je crois que après je vais vous montrer l'image. Alors, j'ai là en monnaie YEM et monnaie fiduciaire. Donc, ça veut dire que c'est utilisable. Maintenant, nous devons aller plus loin. Après l'installation de l'entreprise, qu'est-ce que nous comptons faire? Dans les 13 provinces, non, les 13 régions du pays, nous allons mettre en place des alimentations, des supermarchés, de sorte que chaque détenteur de la monnaie YEM puisse aller directement payer ses besoins, payer ses biens et repartir à la maison. À Ouaga, il y aura un supermarché. Dans les autres régions également, il y aura des supermarchés, de sorte que ça ne soit pas simplement en ligne que les gens puissent payer des biens, mais physiquement que ça soit véritablement pratique. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Ok, donc si les gens arrivent à acheter des choses, ça veut dire que vous avez réussi à convaincre des commerçants à accepter en fait la YEM. C'est ce que vous voulez dire? Comment vous vous êtes débrouillé pour faire rejoindre les commerçants, les vendeurs à cette crypto-monnaie? Merci beaucoup pour cette question également. Vous savez, une crypto-monnaie, c'est l'exemple que je prends souvent pour expliquer à certaines personnes. Une crypto-monnaie, excusez-moi, une crypto-monnaie peut être comparée à une parcelle. Une crypto-monnaie est semblable à une parcelle. Pourquoi je dis cela? Parce que plus le temps passe, plus elle prend de la valeur. Plus le temps passe, plus elle prend de la valeur. Maintenant, le cas particulier de Rainbow, de YEM, c'est quoi? Elle n'a pas été conçue pour être spéculée. Il y a des crypto spéculatives. C'est-à-dire, la destination, c'est de faire achat-vente. Mais ici, non. Ici, déjà, il y a un marché qui existe. Le marché, là, c'est quoi? C'est chaque domaine que nous avons intégré à notre système. Quand je parlais de l'immobilier, quand je parlais de l'automobile, quand je parlais de tous ces éléments-là, ça fait que ça crée la demande. Quelqu'un qui a la monnaie aujourd'hui peut dire que moi, je vais payer ceci, je vais payer cela. Donc, ça, c'est un premier élément très important. Deuxième élément important, comme je disais, c'est semblable à une parcelle parce que tout simplement, elle prend de la valeur. Et les gens sont intéressés à ce qui prend de la valeur. Si moi, j'ai quelque chose de 10 pièces de YEM aujourd'hui qui fait 10 $, si dans 5 mois, ça passe à $5 la pièce, j'ai $50, n'est-ce pas? Donc, du coup, un commerçant
qui sait très bien que si moi j'ai comment on appelle, une telle devise, ça peut m'aider à réaliser mes projets. Un individu lambda, je pense que si j'ai 10 pièces aujourd'hui, dans les 6 prochains mois ou encore dans les 2 prochaines années, ça me permettre de réaliser un rêve, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc chercher donc à en acquérir. Ceci qui fait que ça demande est là. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, je peux dire par rapport à cette question. OK, donc en gros, en fait, vous vendez des produits et vous permettez au fait aux utilisateurs d'acheter ces produits-là avec Rainbow Currency. En gros, si je comprends un peu bien. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais je vais donner une explication pour vous aider davantage. Okay. Vous savez, le Rainbow Currency, c'est comme si c'est une monnaie mère. OK. D'accord? Oui. Donc, sur la base de Rainbow Currency, nous avons encore bâti maintenant des sous-monnaies pour chaque domaine. Des sous-monnaies pour chaque domaine. Pour domaine. Donc, pour aller dans le domaine de l'immobilier, il vous faut forcément le YEM. OK. Si vous n'avez pas le YEM, vous ne pouvez pas aller dans l'immobilier. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les secteurs dont je venais de vous citer, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'automobile, que ce soit l'énergie, que ce soit le commerce des produits de luxe, tous ces domaines-là, la monnaie qui est créée dans ces domaines-là coûte extrêmement cher aujourd'hui. Le YEM a une valeur de 1,096 $ sur le marché international. Okay. Mais la devise destinée à l'immobilier fait 2 196 $ la pièce. OK. Donc, si je comprends bien, c'est le TEC, c'est ça? Le TEC. Le TEC. Le TEC, voilà. OK. Le TEC. OK. OK. Donc, le TEC, c'est une sous-monnaie de la Rainbow Currency. Exactement. Qui est destinée à l'immobilier. Tout à fait. OK. Oui, allez-y. Oui. Donc pour avoir un TEC, il faut dépenser environ 2196 yens. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez d'avoir une pièce destinée à l'immobilier, vous allez payer au moins 2196 yens. C'est-à-dire la monnaie mère. OK. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça maintenant, vous allez convertir pour avoir un seul TEC pour aller dans l'immobilier. OK. Donc, dans chaque domaine, c'est comme ça. Du coup, mais la monnaie mère, sa valeur est toujours basse par rapport aux sous-monnaies. OK. Pourquoi nous avons fait cela? C'est pour permettre tout le monde de pouvoir acquérir la monnaie principale. Et maintenant, si véritablement la personne veut maintenant rentrer dans le luxe, il va maintenant chercher à aller dans les domaines suivants. Sinon, pour un citoyen qui n'a pas assez de moyens, il peut se contenter des pièces YEM en attendant. OK. C'est bon? OK. J'ai répondu à la question. OK, oui, c'est bon. OK. Mais bon, on va continuer sur les aspects de la crypto-monnaie au Burkina. Est-ce que vous connaissez les autres acteurs du domaine de la crypto au Burkina Faso? Est-ce que vous vous connaissez entre vous? Il y a une organisation qui vous coiffe comme ça au Burkina ou en Afrique de l'Ouest? Alors, il faut dire que au Burkina Faso, il n'y a pas de structure qui rassemble différentes catégories de monnaie. Nous n'avons que des détenteurs de différents types de crypto-monnaies. Mais il n'y a aucune structure spécialisée dans la crypto-monnaie. Ce que je sais aussi est que il y a quelques citoyens burkinabés qui avaient lancé en 2018 ou 2019 comme ça, une crypto-monnaie dénommée Kalo. Bon, je ne sais pas ce que ça devient. Dénommé Kamako. Ah, Kamakolo. Oui, Kamako. OK. C'est des entrepreneurs qui ont lancé ça. Alors, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire plus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça devient. Je ne sais pas à quel niveau de développement ils sont arrivés. Mais il y a eu véritablement cette
cette volonté de créer une crypto-monnaie par des individus, par des citoyens, quelques citoyens burkinabés. Ok. Parlons déjà par rapport à Kamakolo, parce que j'ai entendu aussi parler de cette crypto-monnaie. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'est une fausse monnaie, c'est pas, il y a eu de l'escroquerie. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de savoir si une crypto-monnaie est une fausse crypto-monnaie ou c'est une vraie crypto-monnaie? Est-ce que vous pensez qu'on peut détecter ça? Oui, Monsieur Bazongo. Oui. Aujourd'hui, il y a toute une possibilité de savoir si une crypto-monnaie est bonne ou pas. Il y a la possibilité de savoir. Oui. Et parmi les, comment on appelle, la possibilité de savoir que telle crypto-monnaie elle est bonne ou pas, et moi je peux vous dire déjà parler de la stabilité. Une crypto-monnaie, je dis la bonne, puisque le Fonds monétaire international, le FMI avait émis des inquiétudes pour ce qui concernait l'avènement de la crypto-monnaie au monde. Cette structure financière-là avait fait des études sur la crypto-monnaie Bitcoin, qui est la mère de toutes les crypto-monnaies. Et cette structure avait identifié 70 erreurs, 70 problèmes sur la crypto-monnaie. Du coup, c'était difficile pour cette institution d'admettre une possibilité d'adopter la crypto-monnaie au plan mondial. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Maintenant, je vais revenir à votre question. Oui. Une monnaie, comment on appelle, la stabilité fait partie, l'instabilité était l'un des éléments critiqués par le Fonds monétaire international. L'instabilité. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons pris l'exemple de Bitcoin, on a vu que ça a en même temps fait des heureux, mais aussi la plus de malheureux. Figurez-vous qu'une monnaie qui est passée de 0,1 $ à 20 000 $ et la même monnaie est passée de 20 000 $ à 2 500 $, combien de milliardaires sont devenus pauvres? Combien sont devenus milliardaires? Combien sont devenus pauvres? Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été malheureux. Comme on appelle, c'est l'intervalle dont je viens de vous constituer. Donc, c'est un élément très important. Une crypto-monnaie, la meilleure des crypto-monnaies, comme la nôtre, est caractérisée par sa stabilité. Stabilité, ça veut dire quoi? Stabilité, je ne voudrais pas dire que ça veut dire, je ne voudrais pas dire que c'est quelque chose qui est stable. Non, elle est stable, mais positive. C'est-à-dire que ça va de croissante. Mais elle ne dégraisse pas. Elle ne revient pas en arrière jusqu'à un seuil inférieur par rapport à la connaissance de sa valeur que vous avez à un moment T. Mais elle va de façon positive. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le critère de stabilité fait partie d'une crypto-monnaie, une bonne crypto-monnaie. Deuxième élément important qu'il faut noter, c'est est-ce que cette crypto-monnaie donne la possibilité de payer les taxes? Je vais parler de la fiscalité. De payer les? Donc, les taxes. La fiscalité. Les taxes. Les taxes. Oui. Voilà, les taxes. Alors, quand vous prenez le Bitcoin ne donne pas cette possibilité. Du coup, ce sont les États qui vont souffrir, puisque les gens vont faire des profits, ceux dont je parle, qui ont fait des milliards ou des millions avec la monnaie, la crypto-monnaie Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au développement d'un pays? Rien. Ils n'ont pas payé des impôts à l'État, rien. Donc, ça, c'est un problème sérieux dans l'écosystème de crypto-monnaie. Donc, une bonne crypto-monnaie devrait avoir une possibilité de reverser des taxes à l'État. Ça, c'est un élément, un autre critère important pour détecter une bonne crypto-monnaie. Et un troisième élément important, c'est
la confidentialité. OK. Le Bitcoin est caractérisé par l'anonymat. Mais aucun État ne va accepter une telle chose. Pendant que nous luttons contre les fraudes et consorts, nous pouvons accepter l'anonymat, mais comme on appelle la confidentialité, mais pas l'anonymat. Okay. L'utilisateur de Bitcoin, personne ne connaît l'utilisateur de Bitcoin. Oui, c'est là, c'est dangereux. Et ça favorise quoi? Le terrorisme, puisque un individu X peut transférer des fonds à un citoyen qui est situé dans une autre contrée. La personne va libérer ses fonds, c'est ni vu, ni connu. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, la bonne crypto-monnaie dit non. L'anonymat n'est pas la meilleure façon dans une gestion financière. Mais la confidentialité, oui. On peut savoir qui fait quoi, qui a quoi. Mais s'il y a nécessité, on peut intervenir. Là, c'est très bien. Donc, c'est ce que nous faisons avec la monnaie Rainbow Currency. Quatrième élément important, est-ce qu'il y a une structure mondialement connue autour de cette crypto-monnaie? C'est-à-dire une autorité qui peut intervenir, soit pour réguler. Okay. Ça fait partie des critères pour détecter une bonne crypto-monnaie. Par exemple, la Rainbow Currency, par exemple, a une fondation. Et laquelle fondation fait partie des 28 000 ONG qui existent dans le système des Nations Unies. Okay. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc, pour parler d'autres critères, il faut maintenant parler des projets. Okay. Est-ce que la crypto-monnaie en question qui existe, est-ce que cette crypto-monnaie a des projets sur lesquels elle se base? Okay. La plupart des crypto-monnaies n'ont pas de projet. Ils sont construits sur du vent, ce qui est dangereux. Okay. Donc, une bonne crypto-monnaie doit pouvoir développer des projets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dans le domaine de l'énergie, on peut donc distribuer de l'énergie et en contrepartie avec la monnaie et la crypto-monnaie. On peut avoir de l'énergie en contrepartie avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer quoi? Développer des villes modernes sur la base de cette crypto-monnaie. Je crois qu'il y a un artiste sénégalais qui est aussi dans les mêmes perspectives, construire des villes en crypto-monnaie. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant la possibilité de détecter, comme on appelle, une crypto-monnaie. Okay. Alors, je vais donner un dernier élément. Oui. Une bonne crypto-monnaie n'est pas également destinée exclusivement à la spéculation. Okay. Donc, quand vous prenez toutes les crypto-monnaies qui existent, la plupart, au moins 99%, sont destinées à la spéculation. Oui. Quand vous prenez Bitcoin, c'est spéculation. Ethereum, c'est spéculation. Donc, toutes les grandes crypto-monnaies que nous connaissons du nom sont destinées exclusivement à la spéculation. Ce qui n'est pas véritablement, comment on appelle, qui ne répond pas à nos préoccupations actuelles. Que ce soit les pays, que ce soit les individus, ça ne répond pas à nos préoccupations. Donc, voilà ce que je dis. Il y a un critère pour pouvoir détecter une bonne des mauvaises crypto-monnaies. Okay. C'est que, selon moi, que je viens de vous exposer. Ok. C'est assez intéressant ce que vous avez dit. Vous venez de parler de Econ qui a lancé sa crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance de réussite? Parce que bon, ça fait déjà plusieurs années que il est en train de poursuivre cette route-là. Et d'ailleurs, si ça marche, vous risquez d'être compétiteur à sa monnaie. Est-ce que déjà il y a une compétition entre les différentes crypto-monnaies et est-ce que lui, il a une chance de réussir? Alors, dans chaque domaine il y a toujours une compétition. Okay. Et c'est la beauté de la chose. Okay. Entre deux êtres humains, s'il n'y a pas une certaine rivalité, on ne peut pas voir, comment on appelle, les talents des uns et des autres. Okay. Donc, voilà ce que je dis. Donc, il y a une compétition. Il y a une concurrence. Une concurrence. Cette concurrence est
très, 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 très important. Nous aimons beaucoup la concurrence. Alors, donc, je vais vous dire une chose. Alors, pour ce qui concerne Econ, Oui. il a des beaux jours devant lui. Il a des beaux jours. Oui. Il dit il a des beaux jours devant lui. OK. Il y a un avenir dans sa crypto-monnaie. Il y a un avenir dans la monnaie. Je vais vous expliquer pourquoi. OK. Le continent africain, il faut le dire, Oui. n'a pas encore d'entrepreneurs qui ont une vision continentale. Et l'exemple de Econ vient donc pour apporter quelque chose de nouveau dans le comportement des entrepreneurs américains. Okay. Son projet, la monnaie de Econ, a pour mission de quoi? De reconstruire, si je comprends bien sa philosophie, de reconstruire ou encore de construire l'Afrique. Puisque dans une de ses communications, il parlait de créer beaucoup d'emplois en Afrique, de construire des villes modernes. Alors, c'est des bons projets. C'est des bons projets. Et maintenant, comment est acceptée cette devise, cette monnaie au plan continental? Moi, je vais vous donner un exemple palpable. Et il y a déjà un forum dans lequel je me retrouve. Oui. Un forum, il y a deux types de forums. Il y a des forums francophones et des forums anglophones. Okay. Dans le forum francophone, il y a presque sur, comment on appelle ça, Telegram, il y a presque 10 000 membres. Okay. Dans plusieurs pays. Et vous avez aussi la possibilité d'être un ambassadeur de ces devises-là dans des pays, dans votre pays d'origine. Ok, vous parlez de la monnaie vous parlez de la monnaie de Econ, 10 000 dans une communauté. Justement. Ok. Oui, dans un forum. Dans un forum. Alors, voilà. Et la stratégie qu'il a prise ici, c'est pour véritablement conquérir l'Afrique. Il veut faire dans chaque pays qu'il y ait un représentant, un ambassadeur pour sa monnaie. Okay. S'il y a déjà un ambassadeur dans un pays, ce dernier doit travailler donc à l'essor, à la connaissance de cette devise-là. Et aujourd'hui, au regard des difficultés que les pays africains, d'une manière générale, et les pays francophones en particulier, souffrent avec le CFA, je pense que si les États arrivent à ouvrir les yeux et saisir cette opportunité, c'est une grosse opportunité. Et pourquoi là, c'est une réflexion personnelle, c'est mon point de vue. Et qu'on est un fils africain qui apporte quelque chose de nouveau sur le continent. C'était une manière pour nous de l'encourager. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, les jeunes sont véritablement motivés pour sa crypto-monnaie. Beaucoup de jeunes sont déjà motivés pour sa crypto-monnaie. Et donc, s'il y a eu juste un accompagnement des autorités, c'est fini. Ça veut dire qu'elle va avoir sa place, elle va conquérir des États, même va au-delà de, comment on appelle, du continent. C'est qu'il est déjà aux États-Unis. Beaucoup d'Américains sont déjà dedans, c'est sûr. Mais au plan africain, il y aura beaucoup d'engagement si les États s'impliquaient. Donc, c'est là-bas il doit orienter sa communication vers les autorités. Mais je crois qu'il a déjà réussi. Si déjà dans certains pays, on lui a déjà donné des terrains, c'est déjà magnifique. Je ne me souviens pas, mais je sais que dans un pays africain, au Sénégal, je ne me souviens, qu'il a déjà acquis des terres où il va commencer son projet de ville, comme un prototype. Est-ce que vous voyez? Donc, son projet a de l'avenir. Et moi, particulièrement, je suis vraiment content pour ce projet-là. Ok. Parlons toujours de projet. Il y a Crowd One. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Crowd One. Oui. Voilà, Crowd One, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, il y a la semaine passée, ou c'est déjà cette semaine, on a vu qu'ils ont été interdits en Côte d'Ivoire et
plusieurs mois avant, il y avait avant aussi la Namibie qui avait interdit Crowd One. Qu'est-ce que déjà vous pensez de ça, de ce projet Crowd One? Est-ce qu'il y a une similitude avec EM Currency déjà? Alors, ça, c'est une très bonne question. Excusez-moi. C'est un système Ponzi. C'est un? Un système de Ponzi. C'est un site. C'est un système un système de Ponzi, un système pyramidal. OK. C'est un système pyramidal. Voilà. Okay. Tout système pyramidal porte en les germes d'une destruction. Okay. Porte en soi-même comment on appelle, une fin tragique. Okay. Je m'explique. Vous savez, dans le système pyramidal, seuls les dépensiers sont les mieux servis. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'invitation qui adhèrent sont condamnés à aussi mener des gens, mais pas n'importe qui, ceux qui sont capables d'être à la hauteur de l'adhérent. Du coup, c'est pas ma chance. Vous amenez des gens qui ne sont pas capables de faire comme vous l'avez fait, c'est-à-dire que le système se grippe. Vous n'arrivez pas à avancer. Les individus qui viennent d'arriver aussi sont donc maintenant condamnés. Et du coup, ça va balancer le système. Et si le système, il y a beaucoup de cas comme ça dans le système, ça va créer des problèmes. Non seulement au plan local, des plaintes vont commencer à naître et ça va porter un coup dur au système. Okay. Donc, la plupart des systèmes pyramidaux souffrent de ce problème-là. Okay. Et moi, particulièrement, je ne suis pas pour les questions de Ponzi ou encore des systèmes pyramidaux. Okay. Beaucoup de gens m'ont invité à Crowd1 et sont venus m'expliquer de vive voix, ils m'ont envoyé des vidéos. Je dis non, je ne suis pas dans ce système. Et maintenant, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que c'est la même chose comme IEM? IEM, il faut dire que IEM n'est pas notre projet principal. Okay. C'est un des projets, mais c'est un projet volet financier en quelque sorte. Okay. La devise que nous utilisons dans notre communauté, non, c'est une communauté d'individus, mais une communauté d'entreprises avec plusieurs services. Okay. Donc, c'est une monnaie communautaire. Okay. D'accord. Maintenant, la différence de comment on appelle, notre entreprise avec tout ce qui existe, c'est quoi? Est que ce n'est pas forcément le premier, c'est pas du tout le premier à venir qui gagne. On n'est pas obligé d'inviter des gens. Okay. Je dis bien, on n'est pas obligé d'inviter quelqu'un pour qu'il vienne dans notre communauté. Okay. Tu peux te faire de l'argent en fonction de tes capacités. Okay. Capacité financière ou encore capacité dans la mobilisation. Okay. Je peux inviter des gens. Quand j'invite des gens, je peux avoir des commissions dedans. Même si je n'invite personne, moi, ce que j'ai pu faire comme action, activité, ça va me générer de l'argent. Donc, du coup, vous pouvez fonctionner en toute différence. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà la différence de notre entreprise et Crowd1 et tous les autres systèmes que vous avez cités, que ce soit, il y a un qu'on appelle Sayuru ou bien c'est Seydou, je ne sais pas c'est quoi. Effectivement, j'ai vu aussi cette communication sur les réseaux sociaux, que la Côte d'Ivoire a apporté ce système-là. Et c'est légitime. C'est comme je vous l'avais déjà expliqué. Imaginez que des citoyens se plaignent de quelque chose, il faut prendre des mesures pour véritablement l'arrêter. Voilà, donc je suis informé de cette situation en Côte d'Ivoire et c'est de bonne guerre. Moi, j'encourage à ce que le Burkina inspire de cet exemple-là. Okay. Vous voyez. Donc voilà ce que je peux dire. Ok, c'est super, c'est super. Une blockchain assez spéciale. Est-ce que déjà vous pouvez me parler de ça? C'est quoi la blockchain pour vous et c'est quoi la blockchain de Rainbow Currency? Alors,
D'abord, il faut noter que la blockchain, c'est une technologie. Oui. Une technologie d'authentification qui dépasse même l'entendement. Et c'est un produit qui dépasse l'entendement. OK. C'est une technologie qui dépasse l'entendement. Son utilisation, lorsque ça serait véritablement optimisé, va renverser des tendances, même sur le plan administratif. Okay. Même sur le plan administratif, ça va bouleverser beaucoup de choses. Okay. Je m'explique. Oui, la blockchain ici, on peut comparer la blockchain à comment on appelle ça, à un registre. Un registre, un géant registre, un livre comptable. C'est un exemple, un livre comptable où toutes les informations sont stockées. Mais ici, ça se fait de manière automatique. Ce n'est pas quelqu'un qui vient saisir. La partie, comme on appelle, manuelle est écartée. Personne ne vient s'asseoir sur que ouais, je suis en train d'enregistrer les informations sur la blockchain. Non. Mais la blockchain est généralement, pour le moment, plus utilisée avec la crypto-monnaie. Puisque c'est elle non seulement qui permet donc, on appelle les transactions, la distribution, les transferts, mais aussi c'est elle qui permet de stocker les informations concernant toutes les transactions que vous réalisez. Okay. Du coup, ça permet donc de sécuriser toutes les informations qui passent sur cette technologie-là. Okay. Les informations sont sécurisées et rendent comment on appelle, ces informations inviolables jusqu'à l'éternité. Une transaction faite aujourd'hui, 1000 ans après, vous allez voir la transaction, elle demeure comme on appelle, authentique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une technologie qui va véritablement révolutionner le monde. Tout de suite, je disais que ça peut être utilisé dans le volet administratif, sur le plan administratif. Aujourd'hui, avec la technologie blockchain, on n'a plus besoin d'un notaire. Aujourd'hui, avec la technologie blockchain, on n'a plus besoin d'un notaire. Donc, si l'administration burkinabé accepte la technologie blockchain, tous les secteurs seront donc, comme on appelle, liés à cette technologie-là. Du coup, je prenais tout de suite comme on appelle, l'exemple des impôts. L'impôt, lorsque un État accepte la technologie blockchain, automatiquement, les impôts sont donc reversés automatiquement. Tout ce que vous allez faire comme activité, automatiquement, une facture liée aux taxes vous est toujours présentée. Du coup, les fraudes fiscales sont totalement écartées. Donc, cela va donner quoi? Un certain développement à nos États. Parce qu'on ne peut plus faire des coups bas, les pots de vin, tout ça là, c'est complètement supprimé. Donc, voilà pourquoi je dis que la technologie blockchain est véritablement une technologie d'authentification qui dépasse notre entendement. Voilà. Okay. C'est assez intéressant. Vous avez donné vraiment beaucoup d'exemples, de cas pratiques en fait de la crypto, de la blockchain. Okay. Je pensais que c'est intéressant. Maintenant, votre Rainbow Currency, j'ai cru comprendre qu'il y a une blockchain spéciale, c'est la TWN quelque chose chain. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu ça. Alors, quand vous prenez, comme on appelle, toutes les crypto-monnaies qui existent, les meilleures, les vraies crypto-monnaies utilisent fondamentalement la technologie blockchain. Okay. Les blockchains les plus connus sont de deux. Il y a la blockchain de Bitcoin et la blockchain d'Ethereum. Okay. Et notre blockchain maintenant vient faire la différence. Okay. La blockchain ici a pour, comment on appelle ça, spécificité la décentralisation. Si c'est public. Alors, notre blockchain
fait la différence. Elle a en même temps privé. Elle est privée. Donc, ça, elle est privée et publique. C'est-à-dire c'est l'innovation que nous avons apportée dans, comme on appelle, dans la technologie blockchain. OK. OK. La blockchain de Bitcoin est publique. Okay. La blockchain de, comme on appelle, d'Ethereum demeure publique. Okay. Mais la blockchain de Rainbow Currency, la Tunkel Chain, qui est notre blockchain, la Tunkel Chain, elle est en même temps publique et privée. Okay. Pourquoi public et privé? Vous avez soulevé le fait de la confidentialité qui est un principe fondamental dans, comme on appelle, dans la crypto-monnaie, au lieu de privilégier l'anonymat. Okay. Donc, ça permet donc de, comme on appelle, à tout le monde de voir certaines informations. Ça permet aussi de conserver certaines informations secrètes. Okay. Donc, voici ici l'innovation que notre blockchain a apportée dans la technologie blockchain classique. OK. OK. Et vous dites qu'on appelle ça la Twinkle. Vous pouvez dire le nom? Twinkle Chain. Twinkle Chain. OK. Twinkle Chain. Après vous allez. Oui. Épeler, vous allez voir. Je vais épeler. OK. C'était. Oui. W. Oui. N. OK. K. OK. L. Et puis chaîne C-H-A-I-N. OK. Twinkle. Quand vous l'ajoutez .com, vous allez partir sur le site directement. OK. Twinkle Chain. OK. OK. On espère qu'il y a un papier, voilà. Un document, un papier qui explique la Twinkle Chain sur le site. On va peut-être vérifier après. Mais c'est déjà intéressant. On va peut-être faire une autre interview spécialement sur la Twinkle Chain. Mais bon, on verra bien. Maintenant, on va parler un peu de politique. Hein. Je ne sais pas si, je sais qu'en Afrique, les gens aiment beaucoup la politique. Je ne sais pas dans votre cas, mais bon. Voilà. Au Burkina Faso, quel est l'environnement politique actuellement? Qu'est-ce qui se passe politiquement, l'actualité politique? Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, actuellement, c'est la tendance électorale qui se prépare et les gens, les partis politiques sont en train d'affûter comme on appelle, leurs outils de combat sur le terrain pour pouvoir gagner les élections prochaines qui se préparent précisément en novembre, le 22 novembre, si je ne me trompe pas. Alors, même à l'heure actuelle, je crois que le palais de sport de Ouagadougou en ébullition pour l'investiture de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Okay. Alors, il y a aussi d'autres personnes comme Adama Kanazoué, qui a démissionné de la présidence du conseil du président pour retourner à son parti. Et bon, en tout cas, il y a des cas comme ça que nous suivons de près. Et il faut dire que particulièrement la politique n'est pas mon domaine parce que je n'aime pas trop la politique, mais je suis quand même la politique. Le but de parler, c'est de la politique. D'accord? Et nous sommes des affaires. On ne peut pas aussi faire des affaires sans aussi faire les politiques. Du coup, on est dedans, on fait avec. OK, je comprends. OK, mais disons, parlons le franc CFA. Il y a eu beaucoup de débats sur le franc CFA. Quel est votre... actuellement aussi, il y a l'ECO. Il y a le CFA qui va devenir l'ECO. Il y a le Nigeria qui est en train de bouder l'ECO. Et il y a la France qui est toujours là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec la monnaie, les différentes monnaies qui veulent mourir, qui veulent se créer, et la France, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur Longo, vous savez, pour ma part, quand on me parle de franc CFA aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. OK. Aujourd'hui, si on me parle de franc CFA, aujourd'hui, c'est un non-sens. Pourquoi? C'est un non-sens. Parce qu'à l'heure où, un non-sens, excusez-moi du terme, à l'heure où les grandes puissances sont en train de courir vers la crypto-monnaie, quand vous prenez la Chine, que vous prenez, comment on appelle, c'est la Suède, je crois bien, même la Suisse, même la France, tous ces pays-là, aujourd'hui, ont un vocabulaire crypto-monnaie. Tous sont orientés crypto-monnaie, monnaie digitale, blockchain. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette technologie? C'est l'indépendance qui se décide.
particulièrement dans ces pays francophones, nous qui sommes esclaves du CFA. Dieu nous nous tend la main de se libérer. Aujourd'hui, cette technologie nous dit, voilà, vous avez la possibilité de vous débarrasser de la France. Mais on refuse, on se cache derrière sur une monnaie physique, une monnaie, comme on appelle, classique, qui est toujours un système qui dépendrait toujours des puissances telles que la France. Je crois qu'à mon humble avis, c'était une opportunité pour nos chefs d'État, pour nos dirigeants, de couper simplement cet cordon ombilical-là avec la France en décidant de se tailler une crypto-monnaie. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. La crypto-monnaie est venue pour demeurer à jamais. Donc, pourquoi ne pas saisir l'opportunité pour pouvoir se débarrasser? Il n'y a même pas la guerre dedans. On dit simplement qu'on veut créer une crypto-monnaie. Où est le problème? Mais on est en train de faire la guerre, on est en train de gaspiller même l'économie de nos pays pour des rencontres portant sur ça. Alors qu'on prenait une simple décision, nous, on laisse tout passer par éco, tout ça, c'est économique. Allons directement avec une crypto-monnaie. Du coup, la France disparaît. Le franc CFA disparaît, le code disparaît et on a servi une crypto-monnaie, comme on appelle, continentale, si on le veut. Si le YAM est devenu mondial, c'est-à-dire 157 pays, on a des consommateurs dans 157 pays, ce n'est pas les 52 de la qui ne peuvent créer une monnaie digitale à taille continent. Je pense que c'est l'opportunité que nous avons. Donc, si on se laisse, vu la France va toujours nous dicter ses lois, c'est une question, comme on appelle, il y a une volonté de nos autorités de rester sous le joug. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent dedans, mais nous, en tant que citoyens, nous en avons marre et nous voyons souvent des solutions qui sont ouvertes et on refuse de voir ces solutions-là. Donc ça me fait très mal quand on me parle de CFA aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors que déjà la crypto-monnaie a ses preuves. Et toutes les puissances, les banques centrales, la Christine Lagarde, je crois que c'était vers fin 2019, demandent à les banques centrales de s'adapter, sinon elles vont disparaître. Mais si une telle information sort de la bouche de la plus grande institution financière du monde et que nos États ne peuvent pas penser de la même façon, c'est quelque chose qui n'est pas là. Donc voilà pourquoi je dis que parler du CFA à notre époque, à notre période actuelle, c'est un non-sens, puisque la porte de sortie est là, se débarrasser de ce franc-là est là. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Donc, voilà un peu pourquoi je dis que c'est un non-sens. Ok. Et vous êtes plus pour une monnaie unique africaine ou pour plusieurs monnaies en Afrique? Plusieurs crypto-monnaies ou une crypto-monnaie unique? Alors, moi, je privilégie une monnaie unique africaine. Maintenant, si on a une monnaie unique et qu'il y a également, comme on appelle, la possibilité d'avoir d'autres crypto-monnaies, d'autres monnaies secondaires, la monnaie continentale va donc dicter ou encore, comment on appelle, sera encore mieux pour nous, puisque c'est, comme on appelle, cette monnaie sera identifiée au continent africain. Est-ce que vous voyez? Mais cela n'empêche qu'on ait aussi des crypto-monnaies étrangères qui circulent dans nos États, comme le Rainbow Currency. Vous connaissez Frikacoin, qui est une crypto-monnaie. Bon, okay. Voilà. C'est fondé par un Camerounais, un économiste camerounais. Alors, c'est déjà bien. Mais si les États s'unissaient pour créer une crypto-monnaie étatique, c'est encore un avantage. Puisqu'avec les crypto-monnaies, les privés peuvent en créer. L'État aussi a la possibilité de créer. Les banques centrales que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas des institutions étatiques, hein, ce sont des privés qui ont créé leurs banques. Et l'État devient, comme on appelle, comme un consommateur. Okay. L'État est consommateur de toutes les banques qui existent. Vous voyez. Donc, le même système existe dans les crypto-monnaies. Des entreprises peuvent créer des crypto-monnaies. Mais ici, les États peuvent s'unir ou un État peut se créer une crypto-monnaie. Et nous, on aurait bien à gagner si on crée une seule monnaie continentale et les autres monnaient aussi exister. C'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire
pour vulgariser en fait la crypto-monnaie, la technologie blockchain? Est-ce que vous avez des solutions pour faire de telle sorte que les gens vraiment adoptent très facilement et très rapidement ces concepts-là? Oui, oui, bien sûr. En Afrique, bien sûr. En Afrique, bien sûr. Oui. Je crois qu'il y a seulement un seul moyen. Oui. La sensibilisation. Okay. Mais la sensibilisation doit être de deux volets. Une sensibilisation vers les autorités, une sensibilisation vers la population. Okay. Il faut sensibiliser les autorités. Aujourd'hui, nous avons comment on appelle, des docteurs, des gens très chevronnés dans les études. Des grandes personnalités qui, malheureusement, ne connaissent même pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une sensibilisation. Ils méritent une sensibilisation. Ça, c'est quelque chose de très fondamental on doit faire auprès des autorités. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire la population. La population a besoin d'une éducation en crypto-monnaie. Donc, c'est le seul moyen qu'il faut mettre en place, c'est la sensibilisation. Sensibiliser, parler, communiquer sur la crypto-monnaie, pour qu'ils puissent savoir ce que c'est. OK. En combien de temps vous pensez qu'il faut pour vraiment permettre aux populations d'adopter la crypto et tout? Est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est possible que tout le monde vraiment adopte la technologie et commence à utiliser la crypto-monnaie? Je vous donne une période maximale de 10 ans. Une période maximale de 10 ans. De 10 ans. Une période maximale de 10 ans. 10 ans, c'est trop. 10 ans même, c'est trop. Vous allez... 10 ans, c'est trop. 10 ans, c'est trop. Vous allez voir la communauté africaine, et particulièrement burkinabé, qui ont adopté la crypto-monnaie. Okay. Donc, c'est un événement véritablement très important. C'est un événement que ça va véritablement changer les choses très prochainement. Les années à venir seront vraiment spectaculaires. Okay. Parce que ce que nous sommes en train de faire au Burkina même témoigne. Lorsque l'entreprise sera implantée totalement, il y a des conférences que nous faisons déjà. Nous faisons des conférences dans tous les quartiers de Bobo, par exemple. À Ouaga, ici, il y a des quartiers chaque samedi, chaque mercredi. Il y a des conférences à découvrir ce que c'est. On peut dire, une personne qui prend l'information, arrivée ce soir, il communique aussi ses parents, il informe aussi les gens de son quartier et les prochaines rencontres, le nombre de personnes qui suivent nos conférences ne fait que ça croître. Donc, dans les prochaines années, dans 2 ans maximum, nous espérons atteindre des millions de personnes au Burkina Faso. Des millions de personnes. Imaginez dans 10 ans, qu'est-ce que cela va donner? Et ce que nous voulons faire, par exemple, instaurer ou bien mettre en place les choses. Parce que lorsque je peux acheter des biens moins chers avec ma crypto-monnaie, c'est sûr que le voisin qui est à côté, pourquoi il peut aller dans telle boutique, payer tel bien et pas moi. Et du coup, ça serait une manière drainée. Ça, je vous le promets, si Dieu facilite les choses et que tout ce que nous voulons mettre comme projet se déroule correctement, vous verrez quelque chose de spectaculaire au Burkina Faso particulièrement, mais en Afrique de manière générale. Oui, je disais que comment on fait pour acheter en fait la crypto-monnaie YEM? Alors, c'est simple. D'abord, il faut un compte. L'adhésion est gratuite. Maintenant,
comme il y a des questions financières qui sont liées, nous avons une autorité d'identification. Il y a une structure d'identification internationale qui est basée à Londres, qui s'occupe d'identification des individus et des entreprises, qu'on appelle IDNOW. IDNOW. I-D-N-O-W. I-D. I-T. I-D-N-O-W. IDNOW. I-D-N-O-W. Ouais. OK. Cette structure est basée à Londres. Quand vous tapez sur Internet, vous allez les voir. Eux s'occupent de l'identification des personnes. OK. Donc, dans notre structure, vous devrez avoir un compte. Le compte, là, nous l'appelons le PERNOM. Le PERNOM, comme le nom l'indique, c'est l'abréviation de deux mots. Personnel et number. Personnel number. A donné PERNOM. Ce personnel number est l'identification par laquelle on reconnaît un utilisateur sur Internet dans notre espace Safe Zone. Toute personne devant exploiter Safe Zone, cette zone de sécurité sur Internet, doit avoir un numéro. Et un seul numéro. Personne ne peut avoir deux comptes. Pourquoi? Parce que simplement, ça permet d'éviter les fraudes. Quand vous prenez Facebook, Facebook a tu peux créer plusieurs comptes sur Facebook. À midi, il est sur notre nom pour vous insulter. Le soir, il vous demande si ça va bien chez vous, avec un autre compte. Ici, c'est pas ça. Et c'est ce qui fait que ces plateformes sont dangereuses pour les hommes. Parce qu'on ne sait pas qui est sur Facebook. Mais ici, chaque personne a un compte, a un numéro. Donc, c'est ce qu'on appelle personal number. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Sur ce numéro personnel-là, ce PERNOM-là, toutes les informations vous concernant sont comment on appelle, couvertes par ce numéro. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, puisque quand nous allons finir le développement de cette technologie-là, vous n'avez plus besoin de donner autre numéro à personne. Même votre numéro de téléphone, vous donnez simplement ça. Ça devient en même temps votre numéro de téléphone. C'est en même temps votre numéro bancaire en ligne, sécurisé. C'est en même temps votre navigateur, c'est en même temps votre numéro de téléphone. Ça a 10 fonctions, ce numéro, 10 fonctions. Et c'est la fonction, comment on appelle, compte bancaire qui est déjà développé. Maintenant, la fonction moyen de paiement, il y a ce qu'on appelle PERNOM Pay. Ça aussi en développement, c'est comme PayPal. Donc, ça aussi sera en développement. Mais c'est simplement lié au seul numéro que vous aurez à avoir. Donc, l'ouverture du compte donne un numéro personnel gratuitement. Alors, après ça, maintenant, il faut maintenant t'identifier avec un passeport plus une facture ou d'électricité portant votre nom ou un certificat de résidence ou un relevé d'identité bancaire. Voici les deux documents qu'il faut utiliser. Un passeport ou l'un des documents, les 3 autres documents qui sont cités. Sans ça, vous ne pouvez pas faire des transactions financières. Donc, voici comment faire. On vous ouvre un compte, vous avez un compte, vous êtes identifié et les mouvements financiers peuvent se réaliser. Voilà. Maintenant, comment acheter ou encore comment avoir les YEM? Il y a 2 options. Vous pouvez aller sur le marché international, le yemexchange.com, qui est notre bourse internationale de vente de devises. Sur cette bourse-là, il y a seulement une monnaie fiduciaire, le dollar, et les autres crypto-monnaies qui fonctionnent. Quelles sont les autres crypto-monnaies? La crypto-monnaie mère, en l'occurrence, le YEM et ses sous-devises qui sont commercialisées sur cette bourse internationale. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez partir sur cette plateforme, l'acheter directement là-bas. Tout comme vous pouvez payer avec un individu.
Vous pouvez payer ça avec moi si vous voulez. Vous me demandez un tel montant de IEM, je peux vous les transférer. Vous allez les recevoir après identification. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Est qu'avec un individu que vous pouvez acheter, vous pouvez avoir la possibilité de négocier. Ce qui est à $1, vous pouvez avoir à moins de $1. Okay. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, si vous partez sur la plateforme internationale, il n'y a pas de négociation. Vous payez directement. Donc, voilà les deux options pour s'approvisionner en IEM ou encore à cette sous-monnaie. OK. Et je vois aussi, on parle beaucoup de safe zone. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Voilà. Safe zone, c'est ce que je vous disais au commencement de Internet, Perfect Internet. Oui. Vous vous souvenez, quand on a pensé dans l'historique, je vais parler de Perfect Internet. Oui. Alors, la construction de cette plateforme Perfect Internet a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui Safe Zone, zone de sécurité maximale. OK. Puisque nous avons pu construire cet espace-là sur Internet où, que ce soit les personnes physiques, que ce soit les personnes morales, vos données personnelles sont en lieu sécurisé. Et c'est un espace où personne ne peut vous porter atteinte. Okay. Puisque quoi? Puisque on sait qui est qui dans ce système-là. Okay. C'est pourquoi on a mis en place un système d'invitation. Les systèmes d'invitation, par exemple, si vous voulez entrer dans cette communauté, vous devrez avoir été invité par quelqu'un. Okay. Pourquoi nous avons mis ce processus en place? C'est tout simplement connaître qui rentre dans notre communauté. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de venir seul. Après l'échange que nous avons eu ce soir, vous pouvez décider d'aller vous inscrire dans la plateforme sans toutefois être invité. Quand vous allez vouloir vous inscrire, on va vous demander $100 pour votre adhésion. Parce que vous n'avez pas été invité par personne. Mais si vous acceptez de payer les $100, automatiquement, vous êtes un élément à suivre de près. Si demain, il y a un problème qui se pose dans la communauté Safe Zone, automatiquement, on cherche à identifier ceux qui sont venus payer pour rentrer. On suppose que ce sont des personnes de mauvaise foi qui ont des intentions cachées, une activité illicite et puis disparaître. Du coup, c'est ces personnes-là, nous commençons d'abord à étudier leurs activités. S'ils sont répréhensibles, alors on se saisit d'eux immédiatement. C'est pourquoi le passeport et le certificat de résidence sont exigés pour pouvoir localiser chaque individu. Donc, les zones, c'est ce que ça veut dire. Il faut véritablement mettre les mesures, non seulement les données que nous mettons sur Internet, que ça soit bien sécurisé, mais aussi ce que vous avez comme avoir, investissement et autres, sont également sécurisés. Et votre personne même, on sait où vous êtes, comment on peut vous avoir. Est-ce que vous êtes venu par quelqu'un? On peut toucher cette personne-là. Est-ce que vous êtes venu par vous-même? Alors, on peut mobiliser tous les moyens internationaux pour vous détecter s'il y a des nécessités. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi on a appelé cet espace Safe Zone. On a pu créer cet espace-là. On a mis $1 million comme on appelle, comme prix pour défier tous les hackers du monde, ceux qui disent qu'ils sont forts sur Internet, et on va violer notre système, entrer d'une manière frauduleuse, on va voir. Jusqu'à nos jours, depuis 2013 jusqu'à nos jours, on n'a pas encore été défié. Donc voilà pourquoi on a appelé notre espace Safe Zone, zone de sécurité maximale. OK, mais comment ça se présente? Ça veut dire c'est un nouveau Internet ou c'est un... Comment ça se présente visuellement? Si vous essayez de décrire ça visuellement. Lorsque je veux entrer, comment je fais? Je m'identifie? Comment ça se passe? Alors, pour y adhérer, il y a un lien. Votre numéro personnel, à l'ouverture du compte, votre compte va vous donner votre numéro personnel.
Oui. C'est ce numéro-là que vous ajoutez au lien du site pour permettre à une autre personne d'être membre de cette communauté. Donc, quand vous devez, c'est une plateforme, c'est un espace, c'est comme Facebook. OK. C'est un réseau social, OK. en quelque sorte. OK. C'est un réseau social dans lequel, excusez-moi, dans lequel il y a plusieurs services que on peut vous offrir. Okay. Mais en gardant la confidentialité, la sécurité, la famille. Nous avons 8 valeurs. Okay. Le profit, tout ça fait partie de nos valeurs. Okay. D'accord? Donc, c'est une plateforme, c'est un réseau social où on peut devenir membre. Okay. Et là aussi, il y a plusieurs réseaux que nous avons à l'intérieur. Je disais une vingtaine d'entreprises au sein de Unicorn Network. Il y a plusieurs. Mais est-ce que, parce que vous avez dit que Safe Zone, c'est comme si on vous traque en fait. On sait où vous êtes, ce que vous faites. S'il y a un problème, on vient vers vous, des trucs comme ça. Est-ce que ça ne peut pas faire peur à certaines personnes qui ne veulent pas être traquées? Parce que vous savez, par exemple, qu'en Europe, on parle de GDPR, on ne veut pas que les gens aient des données des autres, qu'on soit traqué. Parce que ce que vous avez expliqué, ça fait un peu penser à la Chine. C'est-à-dire, en Chine, l'État traque tout le monde, on sait où vous êtes, etc. etc. Est-ce que ça ne fait pas peur, Safe Zone? Non, Safe Zone ne fait pas peur, puisque ce n'est pas un truc étatique. OK. Quand c'est un contrôle étatique, là, c'est dangereux. Mais ici, c'est des 4000 membres, personnes issues de 157 pays au monde qui sont, en tant que membres cofondateurs, qui ont voulu que la chose se passe dans la confidentialité. Est-ce que vous voyez? Contrairement aux entreprises comme Facebook et autres, vous voyez, il n'y a aucune sécurité parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est un avantage pour ceux-là qui véritablement sont honnêtes et qui veulent faire des bonnes affaires et des affaires honnêtes. Safe Zone est conçue pour des personnes honnêtes. Donc, on n'invite pas parce qu'on veut inviter les gens. On invite les gens que nous connaissons, que nous aimons et qui pensent qu'ils ont un bon comportement. Maintenant, il faut envoyer quelqu'un qui a un mauvais comportement, mais il faut que véritablement on l'aide à changer de comportement. Est-ce que vous voyez? Donc, l'objectif n'est pas de traquer personne, mais c'est de mettre en place une communauté qui se respecte, une communauté qui marche avec humanisme, sans les droits de personne. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous, 4000 membres cofondateurs, ont décidé au commencement. OK. Maintenant, et on n'a pas besoin. Je vais ajouter un élément. Oui, allez-y. Je vais ajouter un élément. Comme il y a une question d'argent qui rentre dans ce système, c'est pourquoi il est impératif pour nous d'avoir toutes les informations concernant chaque individu. Parce que si nous voulons véritablement prospérer, il ne faudrait pas que l'État se dise un jour que voilà des activités que vous avez menées qui n'est pas conforme à certaines personnes, ou bien c'est tel, on fait telle chose pas bien. Il faut que nous arrivions à dire, nous sommes en train de mettre en place un système de sécurité, voilà ce que nous avons mis déjà comme les garde-fous pour pouvoir, en cas de problème, vous aider l'État à atteindre l'objectif de protection des biens et des personnes. Donc voilà pourquoi c'est important pour nous que tout individu soit identifié. Maintenant, l'identification a un enjeu majeur pour chaque individu issu d'un pays, puisque les activités que nous faisons génèrent de l'argent. En générant de l'argent, qu'est-ce que l'État va gagner? C'est à ce moment-là que l'individu va payer l'impôt à l'État. Et c'est fondamental. Mais si vous n'êtes pas identifié, vers quel pays l'argent va partir, on ne sait pas. Donc, il y a un problème. Donc, l'intérêt
non seulement pour nous les utilisateurs, mais aussi pour nos pays respectifs. OK. Donc, on n'a pas besoin d'être dans safe zone pour avoir Rainbow Currency, n'est-ce pas? C'est un peu séparé. Ou il faut forcément être dans safe zone. Dès que vous avez votre compte, vous êtes un membre de safe zone. Si vous avez un pernom, vous êtes automatiquement membre de safe zone. OK. Tant que vous n'avez pas de pernom, ce n'est pas possible. OK. Donc, vous devez d'abord avoir le pernom. Et lorsque vous avez le pernom, vous êtes directement, vous pouvez avoir accès à safe zone et vous pouvez acheter Rainbow Currency. Vous pouvez tout faire maintenant. Dès que vous avez le compte pernom, vous avez accès à tous les sites. Vous avez accès à tous les services. Vous avez accès à tout. OK. Et pour rappel, pour pouvoir avoir le pernom, il faut d'abord aller au niveau de ID Now. ID Now pour pouvoir avoir un pernom. C'est ce que vous dites? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je disais simplement que il vous faut d'abord ouvrir le compte. Et l'ouverture du compte, c'est un lien qu'on va vous donner. Et quand vous ouvrez le compte, la personne qui va vous donner le lien sera associé avec son pernom. OK. Voilà. Pernom, on peut considérer le pernom comme le lien. OK. Vous cliquez dessus, vous ouvrez votre compte. Dès que vous ouvrez votre compte, vous finissez l'inscription, vous avez aussi votre pernom, votre lien en même temps. OK. D'accord? Une fois que vous avez ça maintenant, pour le reste du processus, il faut maintenant passer à l'identification. Maintenant, l'identification, comme c'est une entreprise tierce, cette entreprise réclame $10 pour ce service qu'il va vous donner. Pour vous identifier, c'est $10 que vous payez. Une fois que vous finissez de payer les $10, au Burkina Faso, l'identification se fait par vidéoconférence. Les opérateurs qui sont à Londres vont vous donner comme on appelle, une application. Vous allez passer par cette application. Ils vont échanger avec vous. Vous demandez de présenter votre passeport, de l'incliner, de le renverser, de tourner votre visage à gauche et à droite pour qu'on puisse avoir toutes les informations sur votre visage et par rapport à ce qu'il y a sur votre passeport. Afin de confirmer véritablement que vous êtes la personne détentrice du passeport que vous présentez. Lorsque toutes ces informations sont collectées, on vous dit au revoir et vous êtes identifié comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la deuxième étape. OK. Donc, le lien pernom, c'est quelqu'un qui a déjà un pernom qui envoie ce lien. Par exemple, supposons que moi, je veux... Justement. C'est quelqu'un qui m'envoie ce lien et en cliquant ce lien, je peux avoir accès à un numéro pernom, un truc comme ça. Ça, c'est la première étape. Oui. Voilà. Et la deuxième étape, maintenant, c'est l'identification de la personne avec le fournisseur qui est ID Now. Tout à fait. C'est ça même. Vous avez compris. Vous avez compris. OK. Donc, alors, on va peut-être poser une dernière question au Yem Currency. Comment en fait le taux est fixé? Comment vous fixez le taux? Puisque c'est privé d'une certaine manière. Donc, parce qu'il n'y a pas de mina, vous faites pas on ne mine pas en fait le Rainbow Currency, n'est-ce pas? Donc, comment en fait vous fixez le taux par rapport au dollar et par rapport aux autres monnaies? OK, c'est une très bonne question. Vous voyez, les autres crypto-monnaies n'ont pas une autorité centrale. Nous avons une autorité centrale et qui est manifestement représentée par Yem Foundation, la fondation Yem, laquelle est au sein du système des Nations Unies. Nous avons un conseil d'administration composé de 7 personnes issues des 5 continents du monde. Le trésorier est un Africain nigérien. La présidente de la fondation, elle est allemande. Le vice-président est de l'Océanie. Et on appelle le secrétaire général vient de l'Inde, et ainsi de suite. Donc, il y a tous les 5 continents sont représentés dans la fondation. Et c'est eux qui s'occupent de la régulation. Excusez-moi. Donc, au cours d'une semaine, ils vont étudier les transactions réalisées
réalisées au plan mondial, l'ensemble des transactions, le volume de transactions réalisées au plan mondial. Ça, c'est un élément important. Plus d'autres critères qu'ils eux-mêmes ils ont définis, que je n'ai pas ici. Alors, sur la base de ces critères-là, ils vont maintenant dire la monnaie va cette semaine rester stable ou encore va passer à un taux de tel montant. Est-ce que vous voyez? Okay. Ce que je veux ajouter aussi, c'est quoi? Est que aujourd'hui, au cours d'une semaine, il y a une fourchette dans laquelle la valeur se définit. Okay. Je vais donner, par exemple, cette semaine, la valeur se situait entre $1 et 1,087 $. Donc, vous pouvez faire des transactions qui ne doivent pas sortir dans cette fourchette-là. À moins de $1, ce n'est pas possible. Plus de 1,087 $, ce n'est pas possible. Donc, les transactions se font dans cette fourchette-là. OK. Voilà. Donc, voilà comment le taux est fixé. C'est parce qu'il y a une autorité centrale. C'est comme la Banque centrale qui étudie certains paramètres, certains éléments de l'usage même de la monnaie au cours d'une période de 7 jours pour orienter le prix la semaine qui va suivre. OK. Donc je suppose que la Rainbow Cryptocurrency est comme une crypto-monnaie stable qui a une autorité centrale qui régule en fait le taux avec le dollar et les autres monnaies. C'est ça? Exactement. OK. Maintenant, il y a un débat comme quoi, en fait, ce type, parce qu'il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent un peu de cette manière, on les appelle généralement les stablecoins, mais il y a un débat comme quoi le fait qu'il y ait une autorité centrale, puisque la blockchain, on essaie d'éviter l'autorité centrale, et la stablecoin remet encore une autorité centrale, est-ce que ce n'est pas un contre-argument par rapport même à l'idée de blockchain? Alors, toutes les technologies que nous avons sont des technologies humaines. Oui. Que ce soit la blockchain classique, que ce soit les nouvelles blockchains qui naissent, en l'occurrence, ce que nous avons, ce sont des inventions humaines. Et chaque invention vient répondre à une préoccupation, à un problème donné. Alors, de nature, les crypto-monnaies sont caractérisées par la centralisation. C'est les principes de Bitcoin qui a été dicté dès le commencement. Alors, la décentralisation. Et lorsqu'on jette un regard à l'intérieur de cette décentralisation, on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes également que cette décentralisation crée. J'ai évoqué le fait que le Fonds monétaire international, FMI, avait déjà émis des inquiétudes sur ce phénomène de Bitcoin en évoquant 70 problèmes. Alors, les 170 problèmes, l'un des problèmes, c'est quoi? C'est l'absence d'autorité qui est là. Quand on dit l'absence d'autorité, l'autorité peut être étatique, l'autorité aussi peut être privée. C'est le cas de, comme on appelle, de Yem Foundation, qui a une autorité privée qui n'est pas étatique. D'accord? Donc, les crypto-monnaies, comme vous l'avez dit, il y a deux tendances aujourd'hui. Deux tendances. Celles qui sont décentralisées et celles qui sont centralisées. Celles qui sont décentralisées sont caractérisées par la fluctuation, l'instabilité. Ça, c'est le critère des monnaies, comme on appelle, décentralisées, qui n'ont pas une autorité centrale. Maintenant, celles qui sont donc stablecoins, qu'on appelle stablecoins, c'est-à-dire les monnaies stables, les crypto-monnaies stables, eux sont stables du fait de l'existence d'une organisation centrale qui régule les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le monde actuel où nous sommes, les deux tendances, comme je le dis, vont exister. Les deux tendances vont exister. Mais quelle tendance va prendre le dessus? C'est là maintenant la question. Puisque aujourd'hui, ça serait difficile d'avoir toute la communauté mondiale se ranger vers une crypto-monnaie qui est instable.
Okay. Il y aura toujours deux camps. Mhm. Et maintenant, c'est à chacun de nous maintenant de choisir le camp qu'il souhaiterait appartenir. Est-ce que je vais aller dans un monde décentralisé ou encore je vais aller dans un monde centralisé? Donc, c'est ici maintenant la question de stablecoin et unstable coin. OK. OK, en tout cas, vous avez bien répondu à la question. Alors, c'est vraiment, voilà, on a passé presque maintenant, presque 2 heures, hein. Voilà, on a abordé beaucoup de sujets. C'était intéressant. Mais je pense qu'on aura sûrement l'occasion pour les prochaines fois d'aller plus en profondeur, etc., etc. Mais bon, on va peut-être s'arrêter là. Mais je vais vous donner quand même, voilà, la parole pour peut-être quelques mots de la fin. Voilà, le temps que vous voulez, vous pouvez vous exprimer sur ce que vous voulez, hein, sur la vie, sur la crypto-monnaie, sur tout, 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 tout. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin. Monsieur Badongo, Oui. Sachez que je suis la personne la plus heureuse aujourd'hui d'être en contact avec vous et de pouvoir échanger sur des thèmes qui sont d'actualité. Quand j'ai lu votre questionnaire, j'ai vu que les éléments fondamentaux ici tournaient autour de la crypto-monnaie, la blockchain, lesquels sont aujourd'hui des sujets à ne pas ignorer, à ne pas balayer du revers de la main. Parce que ce sont deux technologies qui vont s'imposer à l'humanité tout entière. Tout récemment, je crois que c'est la semaine passée, Bruno Le Maire, je parle de ce monsieur français-là, et qui disait qu'il voudrait que la France, dans l'espace européen, devienne le leader sur la blockchain. Donc, la France est une puissance. Voulant être un leader dans un domaine donné, c'est qu'elle a mesuré l'importance et l'impact de cette technologie pour la France, mais aussi pour, comment on appelle, le monde, et en particulier pour l'Union européenne. Est-ce que vous voyez? Donc, aborder ce sujet, c'était véritablement un privilège pour moi. Donc, c'est moi qui dois remercier beaucoup, puisque vous avez dit qu'il y aura une à travers lesquelles on va aller en plus en profondeur. Je peux vous dire d'ores et déjà que je serai toujours à votre disposition parce que vous et moi, nous sommes en train d'apporter notre contribution à quelque chose que nous ne connaissons pas pour le moment. Quand je dis nous ne connaissons pas pour le moment, on ne sait pas combien de personnes écouteront ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui va possible, si possible, changer quelque chose dans leur compréhension, dans leur vie. Donc, c'est ce côté-là qui est le plus important pour moi. Et je voudrais donc vous remercier pour ce travail que nous avons eu, ce temps que nous venons de passer ensemble. Alors, pour finir, je voudrais remercier tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes en équipe. Je voudrais remercier tous ceux avec qui vous vivez, tous ceux avec qui vous menez cette activité-là. Que Dieu bénisse abondamment, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne le courage nécessaire de pouvoir, là où vous êtes, hors de Burkina Faso, et avoir un regard au Burkina Faso, c'est très fondamental. Pour cela, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est sur ces termes que je vais m'appeler. Ok, merci beaucoup, monsieur Yamerogo. Merci pour vos bénédictions et votre disponibilité. Donc, je rappelle que vous êtes actuellement le premier invité du podcast. Il y a beaucoup d'autres invités qui attendent, mais vous avez la chance d'être le premier. Donc, si, voilà, un jour, lorsque ça sera assez populaire, voilà, je suis sûr que vous et Yem Currency, vous allez pouvoir profiter énormément de cela. Donc, merci encore. Merci pour avoir donné votre temps. C'est pas facile. On a passé presque 2 heures. C'est pas facile, mais bon. Voilà, on espère que la prochaine fois, ce sera peut-être moins long ou même peut-être plus confortable. Voilà, on verra bien comment ça va se passer la prochaine fois. Merci encore. Merci beaucoup.